bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit, c'est la saison 2, et vous êtes bien sur betatv.org, et ce soir, on est avec Maria Poumier. Bonsoir Maria. Bonsoir Patrick. Donc, bonsoir à tous, évidemment, tous les connectés, tous ceux qui sont en train de troller là depuis tout à l'heure, Paul Smith, Sky, Antares, Choc, il y a qui, il y a Bec Braz, il y a Pierrot, Solide, le Ronin, il y a Frit Fricadel, Steve, Liberty, Sage, Pierrot, Brice Séraphin, Quenel, Raviol, Sanili, bonsoir à tout le monde. Voilà, ils sont, tu vois, ils ont des noms, ils ont des noms assez développés. Attention, c'est sur le chat Beta TV, donc les gens, il y a des trolls, et voilà, on dit bonjour à la régie, évidemment, tout au complet ce soir, mon Dieu, c'est la grande régie, Steph, Mika et Alain. Voilà, l'homme mystérieux, parce qu'ils sont toujours curieux, qui est qui, ils veulent tout savoir, alors on est obligé de dire tout. En tout cas, bienvenue dans cette émission, c'est le retour, parce que t'étais déjà venue, toi Maria. Pour ceux, d'ailleurs, on nous l'avait demandé tout à l'heure, j'avais vu, on m'a dit, mais elle était déjà venue. Bah oui, elle est déjà venue. On l'a réinvitée en plus. On avait dû écourter la première fois. Ce qui est bien, c'est que ce soir, on va pouvoir aller au bout de l'émission. D'accord. On va pas faire, parce que l'autre fois, on avait dû rendre l'antenne un petit peu plus tôt et du coup, on les avait lâchés, j'ai envie de dire, en plein exercice. C'est un peu, on a laissé l'armée comme ça en race campagne. Et pourtant, il y a pas mal de nouvelles parce que, alors pour remettre les choses pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as réalisé un documentaire sur un événement qui s'est produit en Argentine et qui traite, on va dire, de terrorisme, mais au sens évidemment terrorisme d'État, puisque le gouvernement argentin a mis tout en œuvre pour élucider cet attentat qui a eu lieu en 1995, Oui, c'est ça? c'est 94. 94, oui. Alors tu as raison, c'est forcément du terrorisme d'État. Parce que bon, c'est un attentat qui a fait 85 morts. Voilà. Et ça peut pas être des petits mafieux de banlieue qui organisent ça, c'est pas possible. Donc un terrorisme très grave. Très grave, voilà. Donc on peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un État derrière. Oui. Voilà. Et donc le gouvernement argentin, lui, s'est, on va dire, levé un peu, parce que par la voix aujourd'hui de Cristina Kirchner, donc la présidente de l'Argentine, on voit quand même quelqu'un pour moi, foncièrement honnête, parce que je rappelle une de ses déclarations très récemment à l'ONU, où elle a expliqué, elle a dit, si demain il m'arrive quelque chose, ne regardez pas vers l'Orient, regardez plutôt vers Washington. Bon, j'ai trouvé ça assez gonflé quand même. Oui, oui. Non, elle est très impressionnante, effectivement, parce que depuis la mort de son mari, elle grandit. Elle grandit, et il y a vraiment énormément d'embûches. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration, elle l'a faite en septembre. En Argentine, il y a eu 2 attentats terroristes faits absolument par les mêmes personnes, puisque ça s'est fait sur le même modèle, en 92 et 94. Premier contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, le deuxième contre un centre communautaire juif, donc avec un bilan très très lourd. Et quand elle a annoncé donc qu'elle montait un accord avec l'Iran pour une enquête conjointe parce que la justice argentine soupçonnait des Iraniens d'avoir pris part à l'organisation de ce complot, de cette horreur, eh bien, les organisations comparables au CRIF que nous avons ici, qui s'appellent là-bas Daya et AMIA, lui ont annoncé un 3e attentat. Alors elle l'a pris vraiment comme une menace contre elle. Elle dit, écoutez, si vous êtes tellement au courant du 3e attentat qui se prépare, d'accord, c'est gentil de me prévenir. Bon. Et elle a fait des déclarations extraordinaires à l'ONU, donc en septembre, en disant les gens qui organisent le terrorisme dans le monde, c'est les États-Unis. Ouais, voilà. Et oui, elle l'a dit. Elle l'a dit très clairement. Oui. Les États-Unis et les pays de l'OTAN. Donc elle a compris dans quel monde nous vivons. Tu me diras, c'est pas la seule. Il est probable que la plupart des chefs d'État ne sont plus naïfs maintenant. Depuis, on a envie de dire, depuis le développement d'Internet, depuis le 11 septembre. Et en Argentine, d'ailleurs, on sait que tout de suite, le président argentin de l'époque, Carlos Menem, a compris que c'était un attentat qui était monté contre lui, pour le faire céder, pour le faire capituler sur certains points. En tout cas, il l'a interprété comme ça, et il a agi en fonction de cette analyse. Donc la présidente, comme tu disais, se défend bien. Elle était courageuse, très oui, courageuse. elle est courageuse, elle attaque sur tous les fronts, elle a protégé son pays des fonds vautours
hein, qui veulent exiger des remboursements de dettes qui sont vraiment une façon d'étrangler le pays, hein, tout simplement. Hein. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le personnage le plus ténébreux et le plus agressif, hein, qui manie ces histoires de fonds vautours, eh bien, c'est le même qui veut absolument empêcher l'Argentine d'avancer dans cette histoire de commission d'enquête avec l'Iran. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent couler la présidente argentine par tous les moyens. Alors maintenant, il y a des rebondissements nouveaux, mais bon, on voit toujours les mêmes valeurs. Enfin, Oui, parce que c'est une constante. c'est une constante. Alors, elle se lève contre ce terrorisme. Il n'y a pas beaucoup de voix qu'on ait pu entendre sur un sujet comme ça aussi grave. Sur ce sujet, sur oui. ce sujet. Oui. Et elle craint véritablement pour sa vie à l'heure actuelle. Elle a déjà eu des épisodes de santé très bizarres. Hein. Oui, oui. Alors, il paraît que maintenant, on peut vraiment inoculer un cancer à des gens simplement par des ondes. Hein. Par des ondes bien ciblées sur un organe, on vous bousille. C'est pas facile non plus de prouver hein, les choses. Hein. Oui, parce que bizarrement, oui, il y avait eu Mais une c'est vague pas de normal cancer, hein, oui, en que les Amérique chefs du Sud, d'État les chefs d'État. disparaissent brusquement, alors qu'on sait que les responsabilités sur une personne qui a la carrure, au contraire, c'est un excitant, c'est quelque chose qui te maintient en vie, qui développe ta capacité vitale là, de faire face à tout. Et là, ouais, non, parce que c'est vrai que cette histoire d'Argentine, et ça va être quoi un peu alors avant évidemment d'aborder évidemment le sujet, parce qu'on avait décidé de revenir un peu sur cette affaire, parce que il y a eu quelques rebondissements, hein, comme on l'a expliqué avec la présidente argentine, et puis sur place, l'opinion publique argentine, elle comprend ce qui se passe complètement. Oui. Écoute, on va parler des choses telles qu'elles sont, hein, parce que là, les auditeurs, si tu veux, on leur a pas donné la clé, hein, donc ceux qui connaissent pas la question, et qui peuvent s'étonner justement hein, qu'il n'y ait pas plus de solidarité exprimée envers cette femme remarquable, hein, qui appartient par sa formation à la gauche, hein, qui a pris beaucoup de mesures de gauche dans son pays, et pourtant on a l'impression que partout la gauche regarde ailleurs, hein, au lieu de la soutenir très franchement. Si tu veux, Chavez était aussi quelqu'un de très discuté à gauche, hein. Mais il avait quand même un fort soutien. Hein. La présidente argentine, on ne voit pas ce soutien se manifester. Et c'est pour une raison très simple, hein. C'est que en fait, la puissance qu'elle a à affronter, hein, c'est Israël, hein, tout simplement. Et ça, tout le monde le sait. On voudrait contourner ce problème, mais parce que depuis l'origine, c'est Israël qui bloque toute enquête sur ces deux attentats. Donc c'est le CRIF argentin qui menace la présidente d'un troisième attentat. C'est la presse israélienne qui diffuse dans le monde entier une version unique hein, sur ces histoires, sur l'enquête autour de ces attentats, etc., etc. Enfin bon, il y a une hégémonie israélienne et c'est à ça qu'elle fait face. Et si tu veux, il n'y a rien de déguisé, c'est clair pour tout le monde. J'ai été étonnée même de voir dans la presse argentine, même officielle, donc il y a des choses comme ça qui échappent, hein, où il disait mais plus personne ne croit que ce soit l'Iran qui a commandité ces attentats, et tout le monde dit en cachette non, non, c'est Israël. Et ça sort même dans la presse officielle. Ce qui prouve à quel point hein, la situation est tendue. Hein, et le consensus de façade pour laisser Israël de côté, contourner le problème, bon, ce consensus, il n'existe plus. Et elle a dissous les services secrets aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris très récemment. Oui. Donc, décision parce qu'elle a vu que les services secrets étaient mêlés. En fait, évidemment, il y avait des appuis, on va dire, pour le Mossad dans les services secrets argentins, ce qu'on peut difficilement imaginer. Bien sûr, on nous traite de complotistes dès on envisage cette possibilité, mais on sait que les services de renseignement sont aussi infiltrés par d'autres services de renseignement. C'est le principe, quoi. Oui, mais c'est plus qu'infiltré. En fait, c'est si plus tu veux. qu'infiltré. Regarde, le premier personnage hein, qui a été... tu as le procureur Nisman qui vient de disparaître brusquement. On ne sait pas encore trop si c'est un suicide, si on l'a poussé au suicide ou s'il y a vraiment quelqu'un qui est rentré chez lui, mais c'est difficile à expliquer et qui a appuyé la gâchette. Bon, on ne sait pas encore. Hein. Mais c'est un monsieur qui allait rendre des comptes à Washington constamment, hein, auprès de la CIA, et dire voilà où j'en suis de mon enquête, voilà où j'en suis, voilà où j'en suis. Et les gens des États-Unis lui disaient bon, alors ça, il ne faut pas le dire. Hein. S'il te plaît, tu orientes tes recherches de ce côté-là, mais pas n'importe où. Et alors on lui disait d'orienter tout le temps ses recherches contre l'Iran, l'Iran, l'Iran.
Alors que lui, eh bien, il avait tendance à chercher les coupables, surtout dans la police locale. Alors, on a beaucoup de mal à prendre du recul sur cette affaire. C'est plus facile dans notre position à l'étranger en étant loin, parce que pour les Argentins, c'est entièrement un conflit entre personnes. Il y a énormément de gens corrompus, énormément de gens qui se menacent les uns les autres, et les Argentins ont beaucoup de mal à voir au-delà de ça. Hein. Bon, si ça se passait en France, c'est pareil. Hein. Nous, on est obsédés par les divergences qu'il peut y avoir entre Hollande, Sarkozy, Valls. Bon, ça nous est difficile de percevoir des choses avec plus de distance. Bon, c'est pareil là-bas. D'accord, Bon. donc il voit l'aspect effectivement de la manipulation, la magouille locale, mais pas assez peut-être le grand contexte. Mais d'un autre côté, bon, ils le savent très bien que dans une étape antérieure, un juge a reçu d'un agent israélien directement 400 000 dollars à donner à un revendeur de voitures volées pour qu'il accepte de dire oui, j'ai vendu une voiture à des gens de la police locale qui ont organisé un attentat à la voiture piégée, donc en 94. Ce monsieur, Israël donne au juge chargé de cette affaire 400 000 dollars pour que le délinquant mente. Tu te rends compte, enfin, et ça tout le monde le sait. Alors ce n'est qu'un petit épisode, mais c'est pour que j'essaye de donner quelques moments frappants dans cette histoire invraisemblable qui dure depuis 20 ans, pour qu'on comprenne à quel point, d'une part, l'implication israélienne, elle est nette, elle est connue, et d'autre part, eh bien, les journalistes argentins, par exemple, ont beaucoup de mal à aller au-delà de l'embrouillamini des phénomènes de corruption locale. Que eux, en fait, ont utilisé. Et de délits. Et puis, il y a énormément de fonctionnaires argentins, de juges, d'avocats qui sont poursuivis. Donc la justice argentine, elle travaille bien. Simplement, elle a tellement de travail qu'elle n'arrive même plus à remonter à la source, à régler les questions simples. Quelle a été l'arme du crime et qui a bien pu tenir l'arme du crime. Donc l'essentiel. Et elle n'arrive plus à se poser ces questions-là, tellement il y a de choses qui se sont superposées depuis. Bon. Mais enfin, dernier épisode, avant le suicide, ou la disparition, disons, du procureur Nisman, un avocat venait de déclencher un procès pour l'accuser de trahison envers son pays. De trahison, tout simplement. Pour un procureur, bon, c'est quand même énorme. Trahison. Trahison, voilà, haute trahison. C'est pas joli, ne pas servir les intérêts de son pays, mais d'autres intérêts. Oui, d'accord. Bon, mais c'est quand même magnifique, je trouve, que ça puisse avoir lieu. Nous, il y a tellement de gens qu'on voudrait bien accuser de haute trahison dans notre pays, d'avoir des responsabilités, d'avoir de l'autorité, et de ne pas travailler dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt d'un autre pays. Bon, je ne connais pas beaucoup d'accusations de haute trahison. Non, mais elle a été retirée de la Constitution, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. Non, mais c'est vrai, ça a été retiré par Sarkozy. Comme disait Céline, est-ce qu'il y a une idée derrière la tête? Il faut quand même se demander. Je pense qu'il a pas tort. C'est plus commode, voilà, quand il n'y en a pas. Surtout quand on s'aperçoit de certaines choses après. En tout cas, bon, pour en conclure avec cette affaire, mais c'est quand même... c'est loin d'être fini, et on sait que voilà, c'est la présidente, plus que jamais, j'ai envie de dire, en fait, elle est dans un bras de fer avec Israël pour faire admettre en fait la responsabilité d'Israël dans cet attentat, ce qui signifierait qu'Israël pratique le terrorisme d'État et s'est fait prendre pour une fois la main dans le sac. Alors c'est la particularité de cette histoire-là, c'est unique au monde. C'est le seul cas où une enquête honnête et élémentaire permet d'affirmer qu'il y a vraiment une complicité israélienne dans cette organisation d'un crime. Alors quelque chose que je trouve magnifique dans cette histoire, tu sais qu'en Amérique latine, il y a toujours des aspects très romanesques, imprévus. Bon, ça existe partout, mais je ne sais pas pourquoi en Amérique latine, c'est plus voyant. Le côté réalisme magique de tout ce qui se passe réellement. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères argentin s'appelle Héctor Timerman. Je n'ai pas de confirmation, mais je pense qu'il a la nationalité israélienne, parce que son père l'avait. Et c'est un homme qui se bat très très bien contre les ingérences israéliennes dans son pays. Oui. Il est remarquable. Bon, bah. Voilà. En plus, donc il y a l'ironie du sort, j'ai envie de dire. C'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Oui. Alors, évidemment, ce soir, on va parler de ce baby business, comme on pourrait l'appeler le business de l'enfance, le business
l'enfant business on va dire pour franciser un peu l'expression. En fait, voilà, Bon. on Alors, observait depuis quelque temps, voilà, le oui. développement de la marchandisation du bébé comme n'importe quel produit. Et toi, je sais que voilà, tu as beaucoup travaillé sur ce Alors, sujet. c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment, Oui. oui, parce que je pense que c'est spécialement révoltant. Alors, comme terme, hein, bon, j'aime bien dire baby business parce que c'est un terme anglais, mais au moins c'est frappant, hein. Mm. La langue anglaise, bon, bah, elle est tout de suite plus brutale que la nôtre Mm. pour dire les choses. Maintenant, si on veut parler d'une façon bien précise, je pense qu'il faut parler d'industrie de la procréation. Ça va très loin, ça englobe des tas de procédés, mais aussi, bien sûr, hein, de marché, hein. Oui, le Il n'y marché aurait pas potentiel. d'industrie s'il n'y avait pas un marché, Mm. hein, s'il n'y avait pas une demande, hein. C'est ça qui est dramatique. Oui, parce que alors ce baby business, pour le moment, en France, c'est quoi l'état de la législation? C'est pas possible sur le sol français. En revanche, on peut travailler, on peut ramener un enfant de l'étranger, quoi. C'est ça. Écoute, il faut voir plusieurs choses. Oui. Parce que euh, techniquement, hein, la possibilité de faire un enfant par une mère porteuse, c'est récent, Mhm. hein. Ça fait une dizaine d'années que la technologie est à peu près au point pour ça, hein. Mais depuis plus longtemps, tu as tout ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Et donc, il y a toutes sortes d'étapes hein, dans la fabrication d'un bébé, hein, où les parents euh, d'origine naturelle hein, interviennent plus ou moins. Tu vois? Oui. Bon, il y a vraiment une très grande diversité d'opérations. Donc ça devient voyant, bien sûr, quand une troisième personne intervient, et qu'on ne peut pas le cacher. Mais euh, il y a énormément de bébés fabriqués avec une grosse intervention donc, de la technologie pseudo-médicale qui ne sont pas reconnus comme tels. Tu vois? C'est donc Ça- c'est compliqué. Alors, ce qui me paraît atroce, hein, c'est de découvrir l'ampleur du phénomène. mais parce qu'en France, enfin, d'un point de vue du point de vue légal, euh, la PMA, elle se pratique dans certains cas, c'est ça, avec un médecin, etc. Voilà, la Il y a PMA, tout un tas de conditions qui elle sont est posées. légale pour les couples justifiant d'une stérilité, justifiant Voilà. d'une stabilité comme couple. Enfin, Voilà, il y a tout un tas de c'est conditions, en comme pour fait. l'adoption, Mm. hein. Mm. Il y a vraiment des réglementations pour éviter que ça devienne un business, Un hein. business, exactement, Voilà. voilà. Bon. Alors que certains pays, on sait, bon, en Belgique, en Suisse, en Hollande, on n'est pas du tout dans la même optique Voilà. déjà. Oui. Et en particulier pour ce qui est de la PMA, hein, Mhm. c'est l'Espagne pour nous le grand pays qui permet tout ce qui est interdit en France, en particulier toutes les demandes des femmes homosexuelles en particulier. D'accord, oui. Voilà. Oui, Des femmes qui ne veulent pas avoir affaire à un homme. Bon, voilà, et donc elles voilà. peuvent Voilà. pratiquer la PMA dans tous les Voilà. pays, donc l'Espagne aussi en pointe. Ah, En fait, l'Espagne tout. est en pointe, elle a des médecins réputés. Il y en a un qui vient de faire l'objet d'un article dans le Parisien. Un médecin de talent. Un médecin de talent en plus. Ah oui. Non, c'est-à-dire que donc comment dire ce business, Oui. donc il s'adresse, enfin les clients potentiels sont les couples homosexuels en priorité, c'est ça? Ou alors Ou, qui ou sont les individus. qui sont les clients? Ou les individus. Écoute, alors là aussi, bon, dans la mesure hein, où beaucoup de choses ne sont pas légales en France, il y a donc un marché noir, forcément, Mmh. hein, et de la contrebande, toutes sortes de choses, donc on ne peut pas mesurer. Mmh. Bon. Alors, les clients légaux, officiels, hein, qui sont fichés dans les cliniques, dans les hôpitaux, où il y a des services hein, qui font tout ça avec des spécialistes tout à fait réputés, eh ben, ce sont, comme je te dis, les couples hein, qui, arrivés à un certain âge, désespèrent de pouvoir faire des enfants naturellement et s'adressent donc à la médecine. Voilà. Et aujourd'hui, Mais il y a quoi, tous les autres. Il y a et tous voilà, les alors autres. les couples homosexuels, mais ça arrive aussi des femmes seules qui, Oh, bien bien sûr. sûr, ouais. Eh oui. Et à mon avis, ce vers quoi notre gouvernement veut nous pousser, et que ce soit le gouvernement actuel hein, Mhm. ou que ce soit le prochain, il y aura des pressions énormes pour que ça aille toujours dans le même sens, c'est qu'on aboutisse à l'idée que n'importe qui a le droit de s'acheter un bébé. Voilà, c'est tout. C'est Ouais, tout. c'est- La question du mariage, elle est complètement secondaire. C'est pour ne pas brutaliser les populations que on veut leur imposer vraiment un changement de civilisation, hein, comme l'a dit Christiane Taubira. C'est-à-dire que tout ce qui autrefois séparait le bien du mal
le normal de l'anormal, le permis de l'interdit, tout ça, c'est des murs qu'on essaye d'écrouler. Mais on ne peut pas le dire aux gens en face. Et au contraire, il faut leur faire des cadeaux pour qu'ils aient moins peur de ce qu'on leur prépare. Alors, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a eu le grand show sur le mariage homosexuel. Les homosexuels ne demandaient absolument pas à être mariés. Bon. Les gens n'ont pas l'intention d'empêcher les homosexuels de vivre leur vie s'ils ne peuvent pas faire autrement, si leur tentation, leur morphologie, n'importe quoi, les pousse là-dedans. Bon, ça n'a jamais empêché une société de tourner, d'avoir de l'homosexualité dans ses marges. Bon. Mais on nous a imposé les débats sur le mariage homosexuel pour, d'une part, nous mettre dans la tête que tout était possible, qu'il fallait absolument envisager toutes ces possibilités qui n'étaient pas passées dans l'imaginaire des gens jusqu'à ce moment-là. Et puis, d'un autre côté, pour nous faire plaisir, comme si, enfin, faisant semblant d'attacher une très grande importance au mariage. Alors qu'on sait très bien que les jeunes maintenant ne se marient plus, même entre hommes et femmes. Donc il y a une sorte de nostalgie des robes de mariée, des belles cérémonies à l'église. Les prêtres se plaignent d'ailleurs que les gens qui vont se marier à l'église, mais c'est juste pour avoir une cérémonie plus jolie que s'ils allaient juste à la mairie. Enfin, ils s'en plaignent beaucoup, parce que c'est joli. Mais personne ne prend le mariage au sérieux. Les contrats de mariage sont de plus en plus des contrats d'association entre deux individus qui récupèrent leur bille dès qu'ils divorcent. Donc c'est plus du tout le mariage d'autrefois. Ouais, c'est redevenu donc vraiment le contrat au sens stricto sensu du terme. Oui, oui. Et ouais, parce qu'on me dit c'est vraiment la fin, on vend des enfants, des êtres humains comme des joueurs de foot. Ouais. Comme des joueurs de foot, oui, moi je dirais plutôt comme des chiens ou des chats. Comme des chiens ou des chats. Oui, des animaux de compagnie. Alors c'est quoi aussi cette affaire qu'on entend là, souvent, j'ai vu pas mal de reportages là-dessus, les usines à bébés. Oui. Donc ça se pratique dans un certain nombre de pays, en particulier j'ai vu en Nigeria, en Inde aussi, il y en a beaucoup. Oui. Alors c'est en Inde qu'on connaît le mieux le phénomène, parce que y a une dame très performante qui a créé son usine. Elle-même donc est un médecin. Un médecin très connu, compétent. Bon. Et donc l'Inde a légalisé les histoires de mères porteuses contre argent. Enfin, donc elle a donné un coup d'envoi terrible au business. Bon. Alors au Nigeria, c'est beaucoup plus sommaire. Au Nigeria, on parle surtout de viols en masse, de jeunes femmes séquestrées, qu'on oblige donc à fabriquer des enfants, mais par les moyens les plus élémentaires, le viol. Bon. D'accord. Bon, alors il y a un petit peu de choses modernes, disons, mais bon, les méthodes primitives, ça marche. Ah ouais. C'est vraiment barbare, quoi. Ouais. Et donc ces enfants, après, ils sont revendus, mais comment Et puis il y a des filières en Europe, comme ça, aux États-Unis, c'est-à-dire La demande est énorme. La demande est énorme. La demande est énorme. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a quand même des pays où maintenant l'offre est supérieure à la demande. Par exemple, la Russie. Alors ça, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce que, à mon avis, on est en train de vivre un boom donc de cette horrible industrie de la procréation, mais ça pourrait se tarir un jour ou l'autre. Et je vais te dire pourquoi. Notre auditeur parlait d'acheter les bébés comme des joueurs de foot. Oui. Ça, c'est la pub. On dit aux gens qui voudraient avoir un enfant, mais qui n'arrivent pas à faire ça normalement, vous allez pouvoir avoir un enfant parfait, un enfant qui va valoir très cher, qui sera exactement l'enfant de vos rêves. Mais c'est faux. C'est faux. Manipuler les embryons, les ovocytes, les spermatozoïdes, manipuler l'organisme de la personne à qui on arrache ses ovocytes, et puis ensuite l'organisme de la personne à qui on implante un embryon, tout ça, ça donne des traces. Ça donne des femmes malades, des femmes condamnées, et des enfants qui ne sont pas normaux, qui vont attraper toutes sortes de maladies, qui développent de l'autisme, ou bien qui ont des malformations. La malformation des enfants nés par PMA, c'est le double des malformations dans les enfants nés naturellement. Ce qu'on appelle en langage scientifique les grossesses spontanées. Les grossesses spontanées. Voilà. Mais alors comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'en fait, on prend l'ovule d'une personne, on va prendre le sperme du monsieur. Toutes les combinaisons sont possibles. Voilà. Regarde, au minimum, maintenant, donc pour faire un bébé, disons, issu de la science,
eh ben, on peut envisager la présence de 3 personnes. Mais il peut y en avoir 5. Il peut y en avoir 5. Mais oui, regarde, 2 personnes adoptantes. Enfin, 2 personnes souhaitant avoir un enfant. Ouais. Hein. Je prends le cas de figure maximum, hein, avec le plus de partenaires, de collaborateurs. 2 personnes souhaitent avoir un enfant. Aucun des deux n'a de fécondité, de fertilité naturelle. Donc, ils vont acheter des ovocytes quelque part, du sperme ailleurs, et une dame qui va mener à bien la grossesse. Ça fera 5 personnes. Bah oui, ça fera 5 personnes qui peuvent prétendre à un titre quelconque être parents. Du malheureux qui, évidemment, aura du mal à s'y retrouver. Ouais. Ah ouais, voilà. On va acheter, oui, donc il y a un business aussi pour les ovocytes et le sperme, évidemment. Voilà, pour tout. Ouais. Pour tout, donc on achète ça. Ouais. Alors, après, par exemple, une femme qui pourrait produire son propre ovocyte, mais qui va le faire porter par quelqu'un d'autre. Il y a des conditions, normalement, médicales strictes. C'est quoi exactement pour qu'elle puisse être en mesure de porter? Parce que c'est pas très naturel, quand même, de porter, j'imagine. Oui. Alors écoute, je ne suis pas une spécialiste en technologie médicale, en biologie, etc. Mais j'arrive à la conclusion qu'il s'agit de multiplier les viols. Des viols à tous les niveaux. Tu sais, on sait que l'univers a une structure qui part du principe de la fractale. C'est-à-dire un petit modèle qui se reproduit à toutes sortes d'échelles. Mais un modèle géométrique que l'on peut identifier et donc qui atteint le microcosme et le macrocosme. Ce même petit modèle qui se reproduit partout. Donc le viol, j'estime qu'il existe à tous les niveaux aussi. Et par exemple, si tu vois les images qu'on voit partout, qu'on trouve très facilement sur Internet, de la rencontre entre un ovocyte et les spermatozoïdes dans une fécondation in vitro. Donc une FIV, un truc complètement artificiel. C'est là qu'on peut les photographier bien, clairement. Mais on le voit très bien. L'ovocyte, c'est une chose ronde. On arrive avec une seringue et on le perce. Et on le voit qui se rétracte. Oui, c'est un viol, mais au niveau des cellules. C'est affreux. C'est affreux. C'est horrible ce que tu dis. Oui. Ah oui, mais c'est visible. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la rencontre sexuelle normale, où on a aussi des images. Les spermatozoïdes se précipitent là, comme une petite foule de gens complètement fous de désir vers l'ovaire de la femme, qui se met à ressembler à une fleur, à s'ouvrir, à s'épanouir, à devenir accueillant pour cette meute de petits enragés, amoureux, et qui sont prêts à mourir, qui meurent en grande majorité. C'est-à-dire qu'ils se sacrifient pour la reproduction. Et puis un seul arrivera à pénétrer dans la fleur et ça donnera un bébé. Bon, il y a une histoire d'amour donc qui se produit au niveau des cellules. Le viol aussi. On le fabrique au niveau des cellules. Alors ça, c'est sans parler donc du viol de la femme à qui on extrait des ovocytes, ce qui est très douloureux. Il faut la bourrer d'hormones et de toutes sortes de médicaments pour qu'elle en produise plus, qu'elle en produise assez, etc. Bon. Et du viol de la femme porteuse, qu'on va elle-même, à nouveau, bourrer d'hormones, de produits divers, pour qu'elle accepte de recevoir un embryon que son corps va rejeter, puisqu'il ne vient pas d'elle. Mais oui, le corps a sa logique. Donc il ne veut pas entendre parler de cet intrus. Donc il faut obliger le système immunitaire de la femme à accepter. Donc c'est du viol de tous les côtés. Alors ce qui est très amusant, et puis il y a le viol psychologique, toutes ces opérations, elles contredisent quelque part la nature humaine. Alors, une femme riche qui s'achète un bébé, elle ne va pas avouer qu'elle est en contradiction avec elle-même. Psychologiquement, c'est très difficile. Et puis maintenant, dans nos sociétés, on ne croit plus au péché originel, donc on croit que chaque fois qu'on a une idée, qu'on a une envie, ça correspond à un droit, et c'est forcément quelque chose de bien. Bon, c'est une erreur catastrophique. Alors je disais, un autre niveau plus compliqué de viol dans cette histoire, pour moi, si tu veux, c'est les histoires de don de sperme. Le don de sperme, ça existe depuis très longtemps. Bon, je suis une femme, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'homme qui va décider de donner sa vitalité, il le sait, pour remplir la planète de gosses qui ne seront pas à lui,
Je ne comprends pas. Je comprends pas. Il y a quelque chose de très très pervers. Hein. Alors il y a forcément de la vanité. Hein. Les hommes, ils sont toujours fiers de leur virilité. Bon, et c'est très heureux, hein, puisque c'est ça qui nous attire, nous les femmes. Bon. Mais enfin, la vanité à ce point-là. Bon. Tu sais qu'on connaît, on a trouvé un cas d'un médecin en Angleterre hein, qui a fait avec son propre sperme, un gynécologue, hein, environ 600 enfants. Ah bah oui, parce que comment ça marche le mieux, le don de sperme? Ben, tout simplement, tu prends ton propre sperme, tu convoques ta patiente hein, en attente, dans la demi-heure suivante, et hop là, tu lui fourgues. Et ça marche parce que c'est du sperme bien vivant, bien frais. Il y a du désir des deux côtés. Donc la seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est se mettre à poil tous les deux. Mais tout le reste, ils l'ont fait à peu près normalement. Ah oui, parce que c'est ça, les dons de sperme. Après, Oui. c'est quoi? Ils le congèlent, le sperme? Ah oui, maintenant on peut tout congeler, hein, les ovocytes, les embryons, tout. Tout se congèle. Hein. Mais c'est comme la bouffe, hein, personnellement. Les trucs congelés, je trouve que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je peux pas croire qu'un enfant né d'un machin congelé ou de deux ou trois trucs congelés soit un enfant qui soit pas congelé quelque part. Oh. Bon. C'est vrai qu'on Dans sa préfère tête, le au pas moins, il y a faire, quelque chose mais bon. Non, C'est pas possible. mais c'est vrai que c'est énorme. Donc oui, on congèle Ah, tout. c'est fou. Donc. On congèle tout maintenant. Oui, oui. Et oui. Et alors les savants sont fiers parce qu'ils disent aux femmes maintenant, ah c'est merveilleux, vous allez pouvoir travailler, mais comme des mules, comme des esclaves, jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans. Et après, vous pourrez faire votre gosse avec vos propres ovocytes que vous aurez congelés quand ils étaient jeunes et forts, quoi, et puissants à 20 ans. Non mais... c'est Non, c'est monstrueux. Mais ça fait rire tellement c'est stupide, Ouais, quoi. non, Bon. Et- C'est contraire à tout. Mais comment dire, en France, bon, pour le moment, on va dire, on a encore quelques lois bioéthiques qui nous protègent un peu Oui. on va dire, de certains excès. Oui. Mais est-ce qu'on va quoi? On va céder à la pression justement mondiale là-dessus? On voit que les États-Unis sont en pointe, que voilà, les autres pays européens ont envie de s'engouffrer dans la brèche. Finalement, est-ce que nous aussi, on va devoir céder presque sous la pression, puisque si évidemment toute l'Europe pratique comment dire, on va dire ce fait-là de pouvoir s'assimiler facilement, assiminer une femme facilement. Finalement, on va dire aux Français, vous êtes des arriérés, voilà, et puis... Bon, heureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Il y a vraiment une très grande diversité dans l'attitude des pays. L'Allemagne aussi résiste D'accord. à ces pressions. Ah, Et la France, si tu veux, est quand même assez exemplaire. Hein. C'est-à-dire que nous regrettons que nos pouvoirs publics ne soient pas plus fermes hein, là-dedans, parce qu'on sait très bien que c'est sous la pression de la rue hein, qu'ils ont dit on met la pédale douce sur les histoires de théorie du genre et de PMA, et qu'ils attendent juste que l'opinion soit un petit peu ramollie pour ça. Je voudrais souligner d'ailleurs à ce propos l'importance de l'action de Farida Belgoul, hein, oui. qui a fait reculer le gouvernement. Qui a fait reculer le gouvernement Ah, oui. sur cette question, Ah, bien oui. sûr. Il n'est pas sûr du tout que la manif pour tous, les manifs pour tous, auraient réussi seuls hein, à obtenir ce résultat. Oui, je pense que son action était déterminante. Son action a été déterminante et c'est extraordinaire, si tu veux, parce que elle est à la fois un petit peu isolée, parce qu'elle est en avance sur tout le monde, hein, dans la radicalité de ses arguments, mais en même temps, elle représente vraiment la sensibilité, mais j'ai envie de dire de 90% des gens. Des gens qui sont plus timides, qui sont plus hésitants, mais qui ont quand même le même instinct vital. Et elle représente l'instinct vital de tout le monde. Hein. Elle a un slogan, « Vaincre ou mourir ». C'est beau, ce n'est pas démagogique. C'est-à-dire que si nous ne gagnons pas cette bataille pour le retour à la nature, eh ben, nous serons morts, c'est tout. Il ne s'agit pas d'aller chercher le martyr. C'est qu'effectivement, il n'y aura plus de vitalité, il n'y aura plus de vie. Donc, je te dis, la résistance de la France n'est pas négligeable. Ouais. Nos institutions, les gens qui font les lois de bioéthique, les gens qui réfléchissent, sont quand même parmi les plus rétifs au monde. Hein. Et la pression donc de notre Église aussi, elle compte. Hein. Il ne faut pas sous-estimer la résistance. Hein. Oui, parce que la France reste un pays très très réticent en fait à toutes sortes en fait, dès que on touche un peu à la génétique, ces manipulations-là, les Français n'aiment pas ça, puisque on sent qu'ils sont vraiment hostiles
on va dire, à ce marché du vivant là qui est en train de Oui. nous pendre au nez, qui nous a imposé en plus par Oui. les États-Unis d'une certaine façon, puisqu'ils sont un peu les leaders de cette ingénierie du vivant. Bon, c'est sûr que si le traité transatlantique se met en place, ça fera partie aussi des choses hein, Des qui... choses qui vont nous imposer. Ouais. Déjà maintenant, si tu veux, on voit que pour tout ce qui a trait à cela, tu as une opposition entre les tribunaux nationaux, à chaque fois qu'il y a un litige à régler, et les instances européennes, qui Ouais. elles-mêmes obéissent aux recommandations internationales. Donc c'est très très clair. Et c'est pas seulement en France. Hein. Dans chaque pays, chaque fois qu'il y a procès, les législations nationales tentent hein, de protéger les phénomènes naturels et de respecter la tradition, ce qui s'est toujours fait. Donc, en particulier, la notion fondamentale qui est présente hein, dans toutes les législations, la définition de la mère. Ouais. La mère, c'est celle qui accouche. Hein, point. Point. Hein, autrefois, on disait le papa, c'est très difficile de savoir qui c'est. Mais la mère, On est obligé hein, parfois de prendre des décisions, même si ça viole un petit peu la biologie, mais simplement pour que les choses soient claires pour tout le monde, qu'il y ait un règlement pour tout le monde. Hein. Les enfants étaient autrefois tout simplement les enfants du mari, et puis c'est tout. Hein. On ne regardait pas plus loin. Bon. Maintenant, et les enfants de la mère, c'est ceux dont elle accouche, c'est tout. Donc maintenant, tout ça est remis en question, mais chaque législation nationale voudrait revenir à quelque chose de simple et solide comme ça. Parce que sans ça, on se perd dans des dédales, des trucs absolument impossibles à régler. Hein. C'est pourquoi, personnellement, moi je pense qu'il faudrait arriver à tout interdire. c'est-à-dire la GPA, la PMA, etc. Interdire le maximum de choses. Et bien entendu, si on pouvait convaincre les gens de ne pas y recourir, ne pas être obligé d'utiliser la répression, Ouais. ça serait beaucoup mieux. Mais ça va être Hein. difficile parce que quand il y a des pays comme l'Espagne, comme la Belgique, la Suisse, c'est nos frontières, on passe de l'autre côté, voilà, je prends mon billet de train, et c'est terminé, quoi. Ouais. Heureusement, il y a énormément d'arguments quand même à opposer hein, à ces pratiques.